Donc bienvenue au Palais du Gouvernement pour cette rencontre en compagnie de nos deux invités, toujours dans le cadre du livre sur la place ici à Nancy, avec deux auteurs particulièrement remarqués en cette rentrée littéraire. Un homme, une femme. Donc, tout d'abord, Marie-Hélène Lafont, bonjour. Vous venez de faire paraître votre nouveau roman, que je vais vous prendre, Nos vies, donc aux éditions Buchet-Chastel. Voilà, livre en lice d'ailleurs pour le prix Goncourt. La liste est tombée il y a quelques jours. Et donc Sorge Salandon, de l'autre côté. Bonjour Sorge. Bonjour. Vous avez signé, vous, le jour d'avant aux éditions Grasset. Vos livres sont très différents, comme on s'en apercevra, mais néanmoins, vous avez un regard sur des personnages, voilà, je vais dire, humbles, mais néanmoins avec des complexités dans leurs histoires, et ce que vous faites depuis très longtemps, d'ailleurs, tous les deux. Et c'est, j'allais dire, un plaisir de vous recevoir et de vous réunir pour que nous ayons une discussion assez générale, et en même temps, voilà, on ait le plaisir de découvrir les ouvrages en question. Évidemment, je vous laisserai un petit temps de parole à la fin si vous avez évidemment des questions à poser à nos deux invités ici présents. Je vais commencer avec vous, Marie-Hélène Lafont. Je vais encore reprendre votre ouvrage, Nos vies, donc chez Buchet-Chastel. Marie-Hélène Lafont, donc on vous connaît depuis quelques années. Vous, la native du Cantal, me semble-t-il. On avait pu lire de vous notamment quelques livres comme Le Soir du Chien, comme Joseph, comme Les Derniers Indiens, quelques autres encore. Vous avez d'ailleurs obtenu, j'évoquais le Goncourt, mais le jury Goncourt, vous avez sacré il y a quelques temps, d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, par le prix Goncourt de la nouvelle. Donc, en 2016. Absolument. Et car encore une fois, voilà, si vous œuvrez dans le roman, vous avez abordé d'autres formes littéraires, mais là, on vous retrouve donc avec un vrai roman, Nos vies. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois que la façon la plus facile de vous présenter et de présenter cet ouvrage, c'est de lire le tout début du livre, qui est une entrée en matière directe sur l'un des personnages principaux de Nos vies. Elle s'appelle Gordana. Elle est blonde âcre, à force de vouloir, les cheveux rêches. Entre les racines noires des cheveux teints, la peau est blanche, pâle, elle luit. Et le regard se détourne du crâne de Gordana comme s'il avait surpris et arraché d'elle, à son insu, une part très intime. Sa bouche est fermée sur ses dents. Elle s'obstine, le buste court et têtu, très légèrement incliné, sa tête menue dans l'axe. On devine des dents puissantes, massives, embusquées derrière les lèvres minces et roses. Le sourire de Gordana éclaterait comme un pétard de 14 juillet. On ne la voit pas sourire, on imagine. On reste au bord de ce que doit être ailleurs, dans une autre vie, le sourire dégoupillé de Gordana. Et son rire, un rire de gorge, grave, rauque, presque catastrophique, un rire acrobatique et très sexuel. Le cou de Gordana est long, crémeux, solide, charnu. Ce cou, habité de forces impérieuses, la plante dans la vie comme un arbre en terre. Les pulls sommaires de Gordana, encolure ronde ou en V, dégagent son cou, pièce maîtresse d'un corps qui ne manque pas d'atouts canoniques. Les cuisses sont longues, minces, galbées, d'un jet dru. Elles reposent à plat, moulées dans le jean, posées l'une à côté de l'autre en immuable oblation. Gordana ne croise pas les jambes, la position deviendrait intenable. Elle se tient droite, la blouse, courte, rouge, gancée de blanc, ouverte sur ses cuisses efficaces. Et que dire des seins ? La blouse fermée n'y suffirait pas. Ils abondent. Ils échappent à l'entendement, ni chastes, ni turgescents. On ne saurait ni les qualifier, ni les contenir, ni les résumer. Les seins de Gordana ne pardonnent pas,
Ils dépassent la mesure, franchissent les limites, ne nous épargnent pas, ne nous épargnent rien, ne ménagent personne, heurtent les sensibilités des spectateurs, sèment la zizanie, n'ont aucun respect ni aucune éducation. Ils ne souffrent ni dissidence ni résistance. Ils vous ôtent toute contenance. On se tient devant eux. On voudrait penser aux produits, faire les gestes dans l'ordre, sortir, déposer, ranger, vider, remplir la carte, le code. On s'efforce, on se rassemble, on s'applique, tous, plus ou moins, femmes et hommes, vieux et jeunes et moyen-âgés. Mais ça traverse, ça suinte, c'est organique. C'est une lueur tenace et nacrée qui sourdrait à travers les tissus, émanerait envers et contre tout de cette chair inouïe, inimaginable et parfaitement tiède, opalescente et suave, dense et moelleuse. On aimerait se recueillir, on fermerait les yeux, on joindrait les mains, on déviderait des litanies éperdues, on humerait des saveurs, des goûts, des grains, des consistances, des fragrances ténues ou lancinantes. On y perdrait son latin et le sens commun. Les seins de Gordana jaillissent, considérables et sûrs, dardés. C'est un dur giron de femmes jeunes et cuirassées. Merci Marie-Hélène Lafont. Merci. Là, je suis en train de visualiser les saintes. Bref, qu'importe. Bref. Marie-Hélène Lafont. Donc, Novi, vous avez donc déjà une idée du personnage, mais aussi de cette écriture, de cette justesse de l'adjectif, du travail sur la langue, sur le rythme. Ça, je pense que vous l'avez tous remarqué, qui est complètement emblématique de votre travail depuis très longtemps, Marie-Hélène Lafont. Par ailleurs, il y a quand même une petite nouveauté quand on connaît un petit peu votre travail. D'habitude, vos personnages évoluent plutôt dans le Cantal ou pas très loin. Là, non, cette fois-ci, il y a un petit changement dans le décor, en tout cas. Vous voulez dire qu'ils sont sur le bitume? Oui, en effet. En effet. Ce roman est un roman citadin, un roman de la ville. Cela dit, ce n'est pas la première fois que je m'aventure sur ce territoire. Dès mon 3e roman, j'écris un livre mixte, en tension entre le monde paysan, le monde rural, le territoire des origines, et la ville, qui, dans mon cas, est le pays second, le pays d'adoption. Et en l'occurrence, la capitale, Paris, sa minéralité et sa promiscuité et minéralité, qui sont pour moi l'apanage des villes dures, où les solitudes s'imbriquent et se tissent. Et en fait, c'est le sujet de ce livre, les solitudes urbaines et leur tissage. Et dans celui-ci, pour la première fois, non, la seconde fois, parce que j'ai un autre livre que je nomme Délocalisé, mais il se passait à Marseille et dans la banlieue d'Avignon. Mais donc, véritablement, pour la première fois, le territoire principal, au sens sauvage du terme, c'est la ville. Cela dit, le Cantal, je dois le dire, l'Assentoire même, pour ceux qui... Justement, voilà. Vous anticipez mes questions, Marie-Hélène Lafont. Pardon, sont présents. Il y a quelque chose qui ne peut pas se perdre, qui est de l'ordre du lien d'attachement avec ce territoire-là et qui est présent aux interstices du livre, d'une façon très tenace. Alors, donc Gordana, on en a une petite idée physique, évidemment, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et quel est son quotidien à proprement parler? Alors Gordana, elle est caissière en caisse 4 au Franprix de la rue du Rendez-vous, bien mal nommée, Paris 12e arrondissement. Voilà. Vous nous donnez l'adresse précise, très bien. Voilà. Et caisse 4, d'accord. Oui, caisse 4. Elle sera amenée à changer de caisse, mais en caisse 4. Bon. Et on sent, en tout cas, celle qui dit « je » et qui dévide le récit des vies, sent que derrière la cuirasse de Gordana, il y a tout un monde. Voilà. Et très tôt dans le livre, elle tente de s'aventurer de l'autre côté de la cuirasse. Et
de se glisser comme elle peut dans ce que Gordana ne veut pas céder d'elle, ne veut pas donner d'elle. Gordana ne donne rien, elle donne le minimum syndical, c'est-à-dire elle fait son travail en caisse 4, point. Et le récit va tenter de se glisser entre les mailles de la cuirasse. Parce qu'elle a ses habitués, en quelque sorte. Elle a ses habitués, elle a surtout son habitué du vendredi, un homme sombre, sombre de nuque, sombre de poils, sombre de teint, et un homme qui sue la solitude. Et que celle qui dit « je » remarque, puisqu'elle aussi, elle est une habituée du vendredi. Elle passe toujours en caisse 4 en vertu des atouts canoniques suspensionnés. Et elle remarque évidemment que l'homme sombre en fait tout autant. Peut-être pas tout à fait pour les mêmes raisons qu'elle, quoique. Et donc là, quelque chose va se nouer ou se jouer dans les silences de ces trois-là. Parce que bien entendu, si vous avez lu certains de mes livres précédents, vous le savez, tout ça doit se passer en silence. D'où sont-ils originaires, tous ces personnages ? Eh bien, pour l'une d'entre elles, on le sait, mais pour les deux autres, tout l'intérêt, tout l'enjeu est qu'on ne le sait pas. On peut imaginer des choses. Voilà, on peut l'imaginer, le subodorer, le flairer, le supputer, mais on n'a pas de certitude jusqu'à un certain point du récit concernant l'un, et on n'en aura probablement pas concernant l'autre. Probablement pas, je dis. Voyez, quant à celle qui dit « je », elle, on sait d'où elle vient. Oui, d'ailleurs, Marie-Hélène Lafont, j'ai observé vos gestes tout à l'heure. Vous avez fait à plusieurs reprises celle qui dit « je ». Se pourrait-il que ce personnage soit proche de vous ? J'aimais cette hypothèse. Vous savez, j'ai coutume de dire que tous mes livres sont violemment autobiographiques. Et celui de tous mes livres qui a l'air de l'être le moins, celui dont je parlais tout à l'heure, le roman délocalisé, qui se passe dans la banlieue d'Avignon, se termine à Marseille, et dont le personnage principal s'appelle Mo. Mo, c'est Mohamed, qui n'est pas né fils de paysan dans le Cantal. J'ai placé en exergue de ce roman-là une citation que j'eusse pu placer en exergue de celle-ci, une citation de Fellini: « Je suis toujours autobiographique, même si je me mets à raconter la vie d'un poisson. » Donc. En effet, vous parlez de phrase d'exergue, moi j'avais remarqué celle-là. Jacques Truffaut, je dois être corps dedans. Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Et pourquoi avoir choisi cette phrase aux airs de clé du roman qui va suivre ? Pardonnez-moi, il faut que je dise une chose au sujet de Jacques Truffaut. Jacques Truffaut, c'est un magnifique peintre lyonnais qui est mort vendredi soir à 95 ans et qui, jusqu'à la fin, est resté 5 à 6 heures par jour devant son chevalet à faire une œuvre magnifique d'incarnation. Et c'est pour ça que cette phrase est là, parce que je dois être corps dedans, corps debout, face au monde, pour tenter de l'incarner. Lui fut peintre et le fit sur la toile. Moi, je tente d'incarner l'inépuisable réel à force de mots sur du papier. Voilà. Et corps dedans, vous entendez bien ce qu'il y a dans incarnation. Dans incarnation, il y a chair. Corps dedans, c'est une façon de dire, et je l'ai déjà d'ailleurs dit dans d'autres livres, à quel point je me sens constamment débordée par l'inépuisable richesse du monde à dire, à tenter de dire, et plus que de dire, à tenter d'incarner encore une fois. Vous voyez, c'est inépuisable. C'est ça, je dois être corps dedans. C'est programmatique et c'est impossible à tenir. C'est comme une ligne d'horizon qui toujours recule au fur et à mesure qu'on marche vers elle. C'est ça la ligne d'horizon de l'écriture. Pourquoi, à ce point de livre en livre, vous évoquez cette question de l'enracinement et plus encore du déracinement ? Pourquoi, à ce point-là, c'est présent ? Vous avez besoin d'explorer cette question, Marie-Hélène Lafont. Pourquoi ? Parce qu'on fait les livres qu'on peut. On fait les livres qu'on peut. C'est une ligne de tension constitutive de ma propre existence et il suffit d'ouvrir un peu les yeux et les oreilles pour savoir que elle est, enfin, voilà, la question de l'arrachement, du départ, de ce que l'on quitte, de ce que l'on laisse, de ce que l'on abandonne
pour toutes sortes de raisons derrière soi, elle est centrale dans les vies. Et comment on s'en arrange, comment on fait avec ça. Donc, je n'en sors guère d'une manière ou d'une autre, d'un livre à l'autre, c'est vrai. Et que les lieux soient proches ou très éloignés, d'ailleurs. Bien entendu. Voilà, puisque ça, c'est aussi au cœur du livre. Tout à l'heure, donc, on vous a entendu lire, on a vu votre écriture très particulière. Et là, moi, je m'adresse vraiment à la technicienne, à proprement parler. Cette phrase qui est quand même assez parfaite, voilà, comment est-ce que vous la travaillez? Est-ce que vous êtes du genre... Alors, du premier jet, c'est tout bon parce que ça a déjà mûri en vous. Au contraire, c'est besogneux. Vous la travaillez, vous la retravaillez et vous hurlez en voyant votre texte pour des raisons de virgule. En fait, je ne hurle pas, mais je pourrais. Intérieurement, peut-être. Voilà, je pourrais. Non, je suis évidemment une obsessionnelle récurrente. Voilà, hein, c'est un pléonasme. C'est-à-dire que il y a un premier jet de texte et ensuite de la rumination, de l'attente, de l'étreinte avec le matériau verbal, du travail. Je rature, je recommence. J'attends que ça pose, je reprends, je tente de débusquer le mot juste et la juste tension de la phrase, en effet, donnée par la ponctuation. Ça n'est jamais fini, ça pourrait ne jamais s'arrêter, ce travail-là, qui, encore une fois, tient de l'étreinte, avec tout ce que cela peut avoir de passionnel, de jubilatoire et de vertigineux, et je lis beaucoup à voix haute. Voilà, je tiens à le dire, ça. Ah, la méthode chère à Flaubert. Hein. Si vous voulez. Voilà. Je lis énormément à voix haute. Je ne lâche pas une phrase qui n'ait été... à plusieurs reprises, bien des fois, malaxé de cette façon-là. C'est-à-dire, il faut que ça passe par le corps, il faut même, très précisément, très étymologiquement, que ça soit expectoré, c'est-à-dire que ça sorte de la poitrine. Et je dis volontiers, il faudrait que ça soit extraillé, que ça sorte des entrailles. Voyez, c'est de là que ça monte. Et pour sentir si ça a une petite chance de tenir, il faut dire à voix haute. Alors en général, je dis à voix haute, debout et en marchant. Hein. Mais bon, n'allez pas vous infliger ça. Puis de toute façon, c'est lâché. Hein. Il est fixé, le texte, celui-là. Hein. Donc, puisqu'il est fixé, moi j'en prendrais bien encore une petite dose, je ne sais pas pour vous. Si vous vouliez nous en lire encore un petit extrait comme ça. Moi, je vous propose, c'est pour vous rendre service, puisque vous avez besoin de lire vos textes comme ça. Là, je profite de l'occasion. Alors, je crois que vous avez repéré un petit passage. Oui. Suspense. Hier, ma voisine du 4e est morte. Il y a comme ça des périodes où les plaques tectoniques de nos vies se mettent en mouvement, où les coutures des jours craquent, où l'ordinaire sort de ses gonds. Ensuite, le décor se recompose et on continue. C'est plus ou moins grave. On en parle parfois à la télévision, à la radio, dans les journaux, où ça ne sort pas du cercle de la famille, des amis et du voisinage. Ça survient, ça arrive, ça entre dans la cage du temps pour n'en plus ressortir. Rien ne pourra faire que ça n'ait pas existé, que Madame Jaladis ne soit pas morte, que ma mère n'ait pas élégamment déserté le jour des attentats du 11 septembre, que Karim ne soit pas revenu d'Algérie. C'est de la mort, de la maladie, de la perte, de la trahison, de l'absence qui commence pour toujours ou pour longtemps. On ne sait pas, on tient, on fait face, on attend et on s'arrange plus ou moins, on vieillit, on dure. Madame Jaladis avait 93 ans, exactement 30 ans de plus que moi, et un fils qu'elle avait élevé seule dans cet appartement où elle a vécu 70 ans. Madame Jaladis était veuve et répétait de son fils qu'il était bon fils, bon père et bon époux, dans cet ordre. Elle a fait, jusqu'à sa mort, les chemises de ce fils mirifique. Elle ne disait jamais autrement que faire les chemises. Le fils en avait 2 jeux de 6, toutes blanches et de belles factures. Quand il n'était pas en voyage pour son travail, il venait passer chaque matin 3 quarts d'heure avec sa mère. Entre 7h30 et 8h15, l'échange des chemises avait lieu après le café. Il revêtait celle du jour, fraîche, immaculée.
et choisissait avec soin ses boutons de manchette, dont les écrins carrés gris souris s'alignaient sur le marbre rose d'une commode pensue. Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafont. Merci. De nos vies, on va passer à d'autres vies avec vous, Sorge Chalandon. Hop, je donne votre micro. Avec ce nouveau roman, déjà très haut dans les listes des différentes meilleures ventes et qui enthousiasme nombre de lecteurs, le jour d'avant. Donc Sorge Chalandon, depuis quelques années, on vous découvre en librairie, même si on avait pu vous lire avant, évidemment, comme journaliste. Encore une fois, vous avez d'ailleurs eu un immense prix qui est le prix Albert Londres, ce qui est à peu près le rêve de tout journaliste. Et rayon prix, ensuite, en littérature, vous vous êtes quand même plutôt très bien débrouillé, avec un prix Médicis, un grand prix de l'Académie française, un prix Goncourt des lycéens, prix du style, d'autres encore. Voilà, un vrai champion. Et donc, voilà, plébiscité à la fois par les prix, par les critiques, par les libraires, par les lecteurs. Et donc, le nouveau Chalandon est disponible, mais cette fois-ci, nous ne sommes pas sur le territoire irlandais que vous avez évidemment évoqué à plus d'une reprise, et à plus d'un titre, mais cette fois-ci dans la région minière française, à un moment donné très précis. Et avant qu'on évoque en détail l'intrigue de ce roman assez étonnant, j'aimerais bien que vous aussi, vous nous lisiez quelques quelques lignes du jour d'avant. Avant ça, je voulais dire qu'en lisant Marie-Hélène, j'étais assez jaloux parce qu'elle crée des mots qui ne sont que d'elle. Donc, je ne vais pas pouvoir les employer. Mais notamment un qui m'a bouleversé, qui pourrait aller à ces hommes-là, les mineurs. Il y a ceux qui vivent, il y a ceux qui survivent, et il y a ceux qui sous-vivent. Et le mot sous-vivre est dans son livre, donc je suis désolé, je ne pourrais pas le placer. Maintenant, ça y est, j'ai avoué. Mais il y a plein de très belles choses comme ça qui sortent de son texte et sont des choses sont des choses, je pense, qui n'arrivent pas à l'écriture, mais qui arrivent lorsqu'on retourne à l'os des mots et lorsqu'on les prononce à voix haute. Et ce sont des mots qu'on ne trouve pas. Ce sont des mots qui vous tombent dessus, qui vous prennent à la gorge. Voilà, je voulais rendre hommage à ces mots-là que beaucoup d'entre nous aurions aimé placer, mais c'est trop tard. Donc si vous entendez le mot sous-vivre quelque part, sachez que celle qui l'a déposé est devant vous. Toute notre enfance, mon père nous avait répété que le charbon était fini, que les puits appartenaient à l'histoire du pays, qu'ils seraient comblés les uns après les autres. Mon frère lui répétait que la terre aussi était morte. Les villes l'encerclaient, la dévoraient. Les hommes y faisaient pousser des briques. Il n'y aurait plus de paysans, jamais. Lui, Jean Flavant, sa femme, leur oncle et leurs cousins, ces laboureurs de glaise, allaient disparaître les uns après les autres. On ferait venir les betteraves d'ailleurs, le chicon, la pomme de terre. Ni leurs vaches, ni leurs poules ne nourriraient plus leur famille. Mon frère venait de nous annoncer son départ. C'était le soir, le repas était terminé. Chez nous, personne ne grondait jamais. Même Braff, le malinois belge, ne montrait pas les crocs. Notre colère, notre désarroi étaient faits de silence et de simples regards. Ma mère m'avait permis de rester à table. Elle voulait que j'assiste Elle voulait que les questions de mon père et les réponses de mon frère me servent de leçon. À mon âge, je pouvais tout comprendre. L'autre homme de la maison nous quittait. Mon père perdait 2 bras et l'épaule sur laquelle il avait espéré se reposer. Son grand-fils avait bien réfléchi. Aux mains d'argile et au cambouis, il préférait le masque de charbon. Aucun d'entre nous n'a élevé la voix. Papa a quitté des yeux sa tasse de chicorée. Il a pointé sa cuillère vers le portrait de Philippe Flavant, son frère, tué à la fosse 3, victime du grisou avec 10 copains, parce que les salopards de surface avaient exigé qu'ils accélèrent la cadence. Depuis des jours, lui et les gars se plaignaient de la poussière, mais les ingénieurs leur avaient demandé d'augmenter le rendement. Il fallait que la taille atteigne 2,50 mètres par poste. Alors, les mineurs ont été contraints au rabiot et à l'imprudence. Le bout de feu a allumé ses explosifs sans respecter les consignes de sécurité. C'est comme ça que ton oncle est mort.
Mon père regardait son grand-fils, il laissait de longs silences ajoutés à l'émotion. Il buvait son jus de racine, parlait entre deux gorgées tièdes. Mourir pour le profit de la compagnie des houillères, c'est ça que tu veux, Jojo? Crever comme ton oncle à 21 ans, les lunettes coulées sur le visage et les doigts soudés par la chaleur, suer dans les entrailles de la terre pour engraisser les planquets du carreau, passer tes jours à percer la nuit, c'est ça ton rêve, mon fils? Mais qui te rendra hommage? 2 écharpes tricolores venues d'une autre ville, un sous-ministre arrivé de Paris, un discours honteux sur le mauvais sort, 3 fleurs payées par le syndicat et une garde d'honneur de copains qui n'oseront même pas te regarder et regarder votre pauvre mère en face. Tu sais quoi, disait mon père, t'iras pas au chagrin, t'iras au charbon. Même si tu ne meurs pas, même si tu survis à la poussière, aux galeries mal étayées, à la berline qui déraille, à la violence du marteau-piqueur, à la passerelle glacée quand tu reviens au jour, même si tu prends ta retraite sur tes 2 jambes, tu ramèneras cette saloperie de charbon avec toi. Tu auras laissé ton cœur au fond, tu seras silicosé, Joseph. Tes poumons seront bons achetés dans la cuisinière pour allumer le feu. Tu seras empoisonné, tu seras à moitié sourd, à moitié mort, comme les cousins de maman, comme les vieux qui se traînent à l'ombre des terrils en cachant leur mine, la mine qui les dévore. Et tu sais quoi, Jojo? Tu sais quoi? Personne ne la reconnaîtra, ta maladie. À la visite médicale, devine ce que les médecins conseillent aux mineurs qui toussent, d'arrêter de fumer. Merci beaucoup, Sœur Chalandon. Alors, bon, on a compris de quoi il était, en tout cas en partie, question dans le jour d'avant. Et je me fais tout de suite une réflexion en voyant le titre du livre, Le jour d'avant. Ça veut donc dire qu'il y a un jour J, un jour zéro, qui est le jour du drame du livre, en tout cas. Alors, il y a une très belle expression canadienne qui dit « Je n'ai pas envie de divulgacher ». Un temps soit peu. Un temps soit peu. Voilà. En tout cas, c'est vrai que dans tout jour important, il y a un jour d'avant et un jour d'après. Je suis en train de tourner autour du pot. Le jour de la catastrophe, c'est le 27 décembre 1974. 42 hommes descendent à la mine. 42 hommes de Liévin, de Lens, de Grenay, de tous les villages alentours. Ils descendent à la mine et ils vont mourir. Ils vont mourir pourquoi? Parce que la mine n'a pas servi depuis 4 jours, 5 jours, il y a eu un pont. Il ne faut pas descendre dans la mine après le pont parce qu'elle n'a pas été nettoyée, de l'eau n'a pas été répandue sur le sol, il y a de la lumière, il y a de la poussière en suspension. Cette fois-ci, elle n'a pas été dégrisoutée. Il y a 42 hommes qui sont descendus, non pas dans une mine, à la fosse 3 bis de Liévin, ce jour-là, mais ils sont descendus dans une bombe, au cœur même d'une bombe. 42 hommes, 42 morts, le 27 décembre 1974. Et moi, j'étais jeune à l'époque, j'étais jeune journaliste, je venais d'entrer à Libération 1 an auparavant, et on me parlait de la radio, la télévision, on me parlait de fatalité. Je détestais le mot fatalité, il n'y a pas de fatalité. Et donc ce livre-là, le jour d'avant, et le résultat, en fait, c'est très particulier, c'est le résultat d'une colère de gosse. 22 ans, je suis désolé, mais gosse, il n'y a pas de 20. J'espère que s'il y a des jeunes, ils prendront pas mal, mais c'est le résultat d'une colère de gosse. Je me suis toujours dit qu'un jour, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment je ferai, mais je rendrai hommage à ces 42 hommes-là. Il n'empêche qu'il y avait un jour d'avant, et celui qui vous le raconte s'appelle Joseph. Donc c'est Michel, pardon, le frère de Joseph qui va à la mine. Michel qui rêve de le suivre, parce que c'est un gamin, c'est un jeune, qui rêve de cette dignité, qui rêve de ce courage, qui rêve de ce travail, et il ne pourra pas, puisqu'il y aura la catastrophe. Mais avant la catastrophe, il y avait le jour d'avant. Et le jour d'avant tient une place particulière dans ce livre. Absolument. Donc, Sœur Chalandon, vous nous avez révélé cette clé, donc le point de départ, hein, entre guillemets, fait divers. Dieu sait que je déteste parfois ce mot, qui a été vraiment le début de votre réflexion romanesque. On a la relation entre 2 frères. Il y a un mot du père qui est absolument essentiel. Et ensuite, sans trop en dire, ce sera le combat d'un homme. Et ce sera, j'allais dire, une vengeance qui prendra des traits très différents et qui nous pose cette question de manière plus générale. En vous lisant, Sœur Chalandon, votre livre est assez troublant parce qu'à la fois, il est une description sociale très précise, quasiment, j'allais dire, documentaire, puisqu'on découvre vraiment quel est le milieu dans lequel vos personnages gravitent, et en même temps, et ça c'est très souvent le cas dans vos livres, vous posez des questions quasiment d'ordre mythologique en quelque sorte.
Alors, je me suis posé la question de comment rendre hommage à ces 42, comment rendre hommage à ces hommes, parce que, cette catastrophe ne fut pas un drame national. C'est important de le dire en préambule. Il y a eu des drames nationaux. La catastrophe de Courrières était un drame national, plus de 1099 morts, je crois. Mais le jour je vois le titre devant moi. Mais ce jour-là, le 27 décembre 1974, dans l'imaginaire des Français, dans l'imaginaire du pays, dans l'imaginaire de tout le monde, y compris dans l'imaginaire des gens au plus proche de la mine, ben les mines, c'est fini, c'est fermé. Les puits vont être comblés, les chevalements vont être détruits. Donc, paradoxalement, que le mineur meure, ça fait partie de la fermeture de la mine. Il y a des mots qui ont été employés qui sont des mots que je trouve dégueulasses. C'est-à-dire que n'importe quel ouvrier qui meurt, on dit qu'il est mort. Le mineur, on disait qu'il était sacrifié. Il s'est sacrifié. Comment ça, il s'est sacrifié? On confondait, on prenait le mineur pour une armée noire qui partait au combat pour la France et lorsqu'il mourait, c'était au front. Et ça, c'est ce qu'on a mis dans la tête. C'est ce que les charbonnages ont mis dans la tête des gens. C'est ce que les patrons ont mis dans la tête des gens. C'est-à-dire que les mineurs étaient d'une dignité folle. C'était des gens très particuliers de dignité, de courage. Mais en plus, ils avaient quelque chose en plus. D'autres travailleurs n'ont pas, c'est qu'on leur disait partout, du Parti communiste après la guerre jusqu'au charbonnage, c'était que si tu meurs, ça fait partie du contrat. Et Michel, son frère meurt. Et Michel, sa vie va être saccagée par cette mort. Michel ne descendra plus jamais à la mine. Michel veut quitter les terrils, il veut quitter les chevalements, il ne veut pas croiser des survivants toute sa vie qui reste. Et donc il part, il rentre à Paris. Il devient chausseur routier, il devient autre chose, il devient quelqu'un d'autre. Mais sa vie entière, il sait qu'il faut qu'il y retourne un jour au pays. Il faut qu'il y retourne et qu'il se venge. Et qu'il venge, effectivement. Il y a la vengeance. Mais on saura après qu'il y a la culpabilité. Et qu'il y a un autre élément et que le titre est déjà... voilà. Et qu'il y a un autre élément et que le titre, il va divulguer. Vous avez compris, enfin, il y a du mystère, etc. On va pas... Et le mot du père que tout à l'heure vous évoquiez, donc le père de Michel qui a interdit à Joseph de descendre. Joseph descend quand même. Et le père a peur que Michel descende à son tour. Et le père se suicide, il se pend, il se pend comme un paysan. Il y a des marins pêcheurs et des Irlandais, vous savez comment ils meurent en Irlande? Ils remplissent leurs poches de cailloux et ils marchent, ils partent en pleine mer, les poches remplies de cailloux, ils partent à pied dans la mer pour ne pas ressortir. Et les paysans, ils vont au plus simple, ils vont à la poutre. Et le père meurt avec un mot qu'il confie à Michel, en tout cas que Michel nous dit qu'il lui a confié, et ce mot c'est « venge-nous de la mine ». Comment on fait quand on est un gamin avec le mot du père « venge-nous de la mine » ? Comment on fait pour reprendre une vie normale, pour être à Paris, pour aimer, pour boire, pour sortir ? Comment on fait pour ne pas y retourner et vouloir se venger de la mine ? Il faut savoir que le combat de Michel va être long, très long, puisque le roman se déroule sur près de 40 ans. Alors le combat, alors justement, donc, ne divulgachons pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que c'est Michel qui vous raconte, c'est Michel qui vous parle. Et moi, je suis l'auteur de ce livre, et ça va vous paraître très étrange, mais moi, je vais vous dire, méfiez-vous des histoires trop belles. Je me suis posé la question, en tant qu'auteur, comment rendre hommage à ces hommes, comment rappeler leur travail, comment rappeler leur dignité, comment rappeler leur courage. 40 ans après, je ne peux pas faire un livre en disant « c'est dégueulasse d'envoyer des gens à la mort ». Bien sûr que c'est dégueulasse. Je ne peux pas faire un tract avec des points d'exclamation. Ils sont morts pour rien. Ça n'a aucun sens. Donc mon travail, c'était de trouver un moyen d'approcher le drame sans toucher au drame. Pour moi, ce drame-là fait partie de... C'est sacré. Il y a des choses sacrées auxquelles je ne peux pas toucher. Peut-être parce que je suis journaliste et peut-être parce que ce sont mes limites. Il y a des journalistes qui pourraient écrire Nancy sans venir à Nancy. Moi, j'aurais besoin de me promener dans les rues, j'aurais besoin de tourner, d'entrer dans les cafés, j'aurais besoin de boire la bière locale. C'est-à-dire que je serais obligé, en tant qu'homme, de faire un travail de journaliste pour que mes personnages puissent évoluer dans un lieu qui a réellement existé. Je n'ai pas la possibilité d'inventer, je ne sais pas le faire, je ne veux pas le faire. J'ai toujours peur qu'on me débusque, j'ai toujours peur qu'on me dise « mais place Stanislas, il n'y a pas une grande statue de la Vierge Marie au milieu ?» Voilà, j'ai peur de ça, et je ne veux pas ça. Donc, moi, ce que je tenais absolument, c'est à ce que tout ce qui soit dans ce livre-là, tout ce qui existe dans ce livre-là,
Tout existe, mais tout ce qui existe dans ce livre-là est réellement existé. Et comment ne pas toucher au sacré en faisant entrer une 43e victime? Justement, vous avez évoqué votre expérience de journaliste et votre déformation professionnelle en quelque sorte. Mais justement, comment combinez-vous, j'allais dire en tant que romancier, votre expérience d'une certaine exactitude journalistique, enfin exactitude factuelle, et l'imagination? Comment est-ce que vous dosez ça? Alors d'abord, j'ai une chance et une malchance, je ne sais pas si c'est pareil, mais je ne dors pas, c'est-à-dire que je dors très peu. Donc le journaliste et la nuit, ça ne va pas aller. Mais vous n'êtes pas un nuitaliste. La nuit, je pense que Marie-Hélène aurait trouvé le mot. Mais moi, le nuitaliste. Oui, mais la journaliste et nuit fixe. La nuit, je mens. La nuit, je mens. Et oui. C'est très joli. Je prends le train à travers les planètes. Le journaliste, la nuit, je mens. Ah la vache. Ouais. Bon, ça c'est fait. Pas de lecture psychanalytique. Non, mais d'accord. Et donc, mon problème d'abord, c'est de ne pas mélanger les deux. C'est-à-dire qu'un journaliste qui se met à écrire de la fiction, pour les journalistes, il est souvent suspect. Est-ce qu'il n'écrit pas de la fiction tout le temps, par hasard? Lorsqu'il est à Beyrouth, est-ce qu'il ne s'amuse pas à créer des petits Michel un peu partout, avec de très belles histoires? Donc moi, heureusement, mes pères m'ont sacré par ce prix, effectivement, qui n'est pas qui est un prix d'une rigueur extrême. Donc de ce côté-là, je suis blindé. Et la deuxième chose aussi qui était importante pour moi, c'était que le journaliste ne me permet pas de dire je n'ai pas le droit de dire je. Le roman me le permet. Donc je prends le masque, on peut prendre le masque d'une dame qui a été quittée par un homme et qui est dans un magasin et qui surveille la caisse 4. Moi, c'est la fosse 3. Mais on peut prendre cette image-là. Personne n'est dupe. On prend ce masque-là, personne n'est dupe. On s'en fout. On peut dire je en se cachant derrière un masque transparent. Mais pour moi, ce qui était important, c'est que tout soit exact, sauf Michel et sauf Joseph. J'ai fait, je m'excuse, j'ai fait une interview bouleversante, mais bouleversante, vous allez voir, avec une journaliste de La Voix du Nord, Lance. Une jeune fille qui vient me voir, on fait cette interview, je la trouvais particulièrement émue. Et elle m'a dit, à la fin de l'interview, elle me dit, voilà, je voulais vous dire une chose, c'est que mon père était l'un des 42. Mon grand-oncle était l'un des 42. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle me dit, au tout début, il y a Michel et son frère qui sont sur la rue, sur la route, la nuit, le jour d'avant, il y a du verglas. Et la mobilette joue avec le verglas, dérape sur le verglas. Ben, je voulais vous dire que mon grand-oncle et ses copains de la mine devaient aller faire la fête à Paris pour le jour de l'an. Puis ils n'ont pas pu prendre la voiture à cause du verglas. Donc ils sont descendus à la mine et c'est pour ça qu'ils sont morts. Elle m'a dit, c'est parce que dans votre livre, il y a le verglas qui a tué mon grand-oncle que j'ai lu votre livre. Et pour moi, ça, je ne peux pas l'inventer. Il faut qu'il y ait du verglas ce jour-là. Autrement, mon livre n'existe pas. La littérature et la fiction permettent parfois justement de rappeler la réalité. Absolument. Voilà, la preuve. Enfin, comme je l'ai demandé tout à l'heure à Marie-Hélène Lafont, j'aimerais bien que vous nous lisiez un deuxième petit extrait. Ne vous inquiétez pas, qui n'en révèle pas trop. De là. D'accord. Les aléas du direct, je suis désolé. J'ai toujours voulu comprendre ce qui s'était passé à Saint-Amé. Le jour de la catastrophe, devant le portail fermé, j'écoutais ce que la rue en disait. Par petits groupes, des hommes parlaient de la fosse 3 bis, en jurant qu'elle était signalée comme dangereuse depuis longtemps. Tout le monde le savait. Un gars noir de suie remontait du fond. C'est un sauveteur. Je lui ai décrit mon frère, j'espérais des nouvelles. Flavand, j'ai dit. Il a haussé les épaules. Je l'ai suivi qui se frayait un chemin dans la foule. En bas, on ne voit rien. Ça brûle encore, avait murmuré son copain. D'autres gars venaient de le rejoindre. Saloperie de fosse 3 bis, a craché un homme. Saloperie de ventilation, tu veux dire, a répondu un autre. Je m'étais réfugié dans ma chambre. Ventilation. Il fallait me souvenir de ce mot. Depuis le collège, dans un carnet noir à spirale, je cognais des vignettes de voitures de course. Les copains collectionnaient les étoiles du foot. Je découpais les photos de moteurs. J'ai arraché toutes les pages, une à une, soigneusement. Et j'ai écrit ventilation en haut à gauche de la page blanche. Et je l'ai souligné au stylo rouge. Ce premier mot a été le premier de ma quête. Merci beaucoup, Sorge Chalandon, pour cette lecture.
Il est temps de vous laisser la parole pour toutes les questions que vous pouvez avoir à poser à nos invités, vos remarques, vos interrogations, quelles qu'elles soient. Un micro va traîner parmi vous. Oui. Alors, on va vous apporter... Hop, un micro arrive. Est-ce que c'est beau? Nous vous écoutons. Madame Lafont. Il se trouve que j'ai habité 40 ans, le 12e arrondissement, à côté de la rue du Rendez-vous. Pourquoi avoir choisi la rue du Rendez-vous? Est-ce un hasard? Je ne l'ai pas tellement choisi, à vrai dire. C'est toujours l'inépuisable réel. Voilà, c'est le réel qui me le fournit. Cette rue, j'habite à côté. Et les saints de Gordana, je ne les ai pas inventés non plus. Ah, donc ils existent. Ah, mais bien entendu qu'ils existent. Et vous voyez, il se trouve que la dite Gordana, dont j'ai pu approcher les charmes il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, dans le Franprix de la rue du Rendez-vous, il se trouve qu'elle portait vraiment ce prénom-là, qu'elle avait le cheveu rêche et jaune, et qu'elle avait une sorte de... Elle était verrouillée, voilà, elle était complètement verrouillée, voilà. Il n'en faut pas plus pour partir sur cette piste. Vous voyez? Donc, voilà comment parfois les choses se font et comment 10 ou 12 ans après, on a un roman. J'ai d'abord écrit une nouvelle qui portait ce titre-là, Gordana. Et ensuite, le roman, la piste était vraiment irrésistible, il fallait la suivre. La piste au sens presque synégétique du terme. Moi, je flaire des pistes narratives partout, tout le temps. On est toujours en action de chasse quand on écrit. Tout le temps, enfin, il me semble. Et d'ailleurs, elle écrit, encore une fois, merci beaucoup, des vies flairées. Et je trouve que cette vie flairée, moi, quand je lis des vies flairées, je pense à un chien d'arrêt. C'est le côté canin de Marielle Lafont. Le côté, mais je trouve ça très, très beau. Le côté animal. Côté animal, voilà, absolument. Il y a du corps textuel. Le Gordana a un corps. Les mots, c'est du corps, c'est de l'étreinte. Voilà, il y a du corps. Oui. Il y a du corps constamment dans votre livre. Il y a du corps. Oui. Ces hommes-là, leur viande est dévorée de l'intérieur. Oui. Et je m'aperçois de quelque chose, que même vos décors sont véritablement décors, en tout cas dans la manière que vous avez de les décrire. Voilà. Totalement. Mais juste un mot pour ceux qui auront envie de voir Gordana, lisez le livre, vous verrez que vous aurez du mal à la retrouver. Enfin, je ne veux pas non plus gâcher, mais on n'a rien dévoilé. Et voilà, on ne dévoile rien, mais enfin, je ne veux pas évidemment. Que tout le monde se rue non plus. Bien entendu, ce serait un peu compliqué. Alors, nous vous apportons le micro. Alors, vous dites des vies. Ce qui m'intéresse beaucoup chez vous deux, c'est nos vies. Parce que votre écriture, elle permet de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. De donner de vous dans l'autre, de prendre de l'autre en vous. Je trouve que c'est la force de votre travail et de vos travaux. Vous savez, pour moi, c'est le mot vie. Ce sont les Vies minuscules de Pierre Michon, qui est pour moi un livre fondateur. Donc, en effet, incarner ce dont il n'est jamais question. Les écraser, les oublier, les TUS. Oui, voilà. Ceux qui ont un problème avec le langage. Ah, de surcroît, il se trouve que dans mes livres, en général, les personnages n'ont pas les mots, en effet. Et dans les miens, ils sont becs, donc on s'en va... Oui. J'en réfère au petit Bonzi, notamment. Où ils sont contraints socialement de s'effacer. Oui, bien sûr. Quand on est un garçon de ferme, il faut se faire discret. Quand on fait certains travaux, on doit se taire. Mais nous, je pense... J'aime pas le mot, mais je pense qu'on les venge. Je pense qu'on les venge. Je n'aime pas le mot parce que le mot n'est pas beau. Mais il y a de l'hommage dans la vengeance. Moi, je dirais... Il y a une revanche à prendre. Moi, je dis, on leur fait honneur. Oui, bien sûr, on leur fait honneur. Mais en les vengeant un peu, quand même. Ça, c'est votre côté... Alors, d'autres... Oui. Monsieur. Bonjour. Moi, j'avais une question plutôt pour Monsieur Chalandon.
Est-ce que vous avez une explication ou une piste? Il y a pas mal de journalistes qui écrivent. Alors évidemment, il faut des qualités littéraires pour écrire un livre, ça je crois qu'on l'avait compris. Mais qu'est-ce qui vous pousse, en plus de votre travail de journaliste, à aller vers l'écriture? Qu'est-ce qui vous a donné envie de franchir le pas? Alors moi, je ne peux parler que de moi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des journalistes qui écrivent des livres de journalistes. Par exemple, c'était un scoop, mais Sarko va rentrer au cabinet de Macron. Il y a des gens... Non, je plaisante. Mais il y a des journalistes qui font ça. C'est-à-dire qui font... Parce qu'ils estiment que dans leur journal, il n'y a pas suffisamment de place, et faire un livre de journaliste, voilà. Moi, je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, mais peut-être que ce n'était pas très audible, mais moi, ce qui m'a manqué dans le travail de journalisme, c'est moi, c'est je. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai écrit un livre sur la guerre qui s'appelle Le Quatrième Mur. Je suis entré dans les camps de Sabra et Shatila, vieille histoire, au Liban en 82, avec le massacre des vieillards, des femmes et des enfants. Et j'ai fait des reportages sur ce massacre pour Libération. J'ai raconté les larmes, le désarroi, la violence faite aux autres. Mais mes larmes à moi, j'en fais quoi? Comment je fais quand je rentre? Alors je pleure avec les copains, je me saoule, excusez-moi. Hein. Mais je fais quoi? Quand je travaille sur la trahison en Irlande, quand le traître est comme mon frangin, c'est mon ami depuis 20 ans et qui est un traître en temps de guerre, c'est-à-dire qu'on a porté ensemble des cercueils de copains morts par sa faute. On peut écrire un truc de journaliste sur le thème, personne ne s'en est douté, etc. Mais moi, je fais quoi de ça? Ben pour moi, le roman, c'est pas, je ne trahis pas le journaliste en faisant ça. Pour moi, je me réapproprie ce que je suis. C'est-à-dire que toute ma tristesse, toute ma douleur, tout mon désarroi, toute ma colère, toute ma haine parfois, elle passe là. Et j'ai l'impression de me laver. Moi, un journaliste, il est confronté à la boue tout le temps. Et là, je peux jouer avec des choses qui nous manquent, qui me manquent. La fraternité, le respect, enfin c'est dans les livres de science-fiction en ce moment, mais la fraternité, le respect, la beauté, la dignité. Je veux dire que écrire dans un roman, rappeler dans un roman que quand les mineurs sortaient du fond avant de remonter en surface propre, habillés des habits de ville, avant ça, les hommes, ces hommes-là, ces gros bestiaux magnifiques qui étaient nus, tous nus, dans des rigoles que l'on appelait des douches, qui étaient tous arrosés par des simples tuyaux que l'on appelait des jets de douche, et chaque homme lavait, nettoyait le dos de l'autre, cette image-là d'homme qui nettoie le dos de l'autre, c'est-à-dire qui lui rend sa dignité, sa propreté. Ben, ce n'est pas dans le journalisme que je le trouve, je suis désolé, c'est dans le roman. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup, Serge Chalamon. Une dernière intervention? Non. Bon, bien, on va libérer nos auteurs pour qu'ils rejoignent leur stand pour pouvoir dédicacer leurs ouvrages, entre autres, évidemment, ces derniers romans sortis, Marie-Hélène Lafont, donc, et Nos vies aux éditions Buchet-Chastel. Et le jour d'avant, de Sorge Chalandon chez Grasset. Je crois qu'on peut vous retrouver tous les deux sur le stand de l'autre rive. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et nous sommes sur l'autre rive. Oui. Voilà, c'est le cas de le dire. Merci à vous en tout cas pour votre présence et vos lectures, bien entendu. Passez une très bonne fin de journée ici à Nancy. À très bientôt.